Samedi 12 décembre 2025, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition unique consacrée à l'actualité panafricaine et internationale. Au programme, les informations d'Afrique, du Moyen-Orient et d'ailleurs. Merci de rester nous suivre jusqu'à la fin. L'actualité panafricaine ouvre cette session tentative de coup d'État à la mode dernièrement dans la sous-région préoccupe la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest. La tentative de coup d'État du 7 décembre au Bénin et la situation en Guinée-Bissau seront au cœur du sommet de la CEDEAO prévu le 14 décembre à Abuja. En amont, le chef de la diplomatie nigériane, Youssouf Maïta Matougar, a défendu l'intervention militaire de son pays à Cotonou. Il s'agit de la première réaction officielle depuis la stabilisation progressive de la situation. À la demande formelle du gouvernement béninois, le Nigeria a mené des frappes aériennes depuis Lagos pour neutraliser les mutins retranchés dans le camp de Togouin et appuyant des forces locales avant de déployer un contingent terrestre. Tougar salue la réactivité de son homologue béninois Olusegun Adjari Bakari et rejette les critiques sur l'implication d'Abuja. Il réaffirme la ligne ferme du Nigeria contre les régimes militaires et son engagement à défendre la démocratie au sein de la CEDEAO. Au Cameroun, une première audience s'est tenue hier 11 décembre pour 117 personnes arrêtées après les violentes contestations qui ont suivi la présidentielle du 12 octobre 2025. Les prévenus interpellés à Yaoundé après l'annonce de la victoire de l'opposant Issa Chiroma Bakari par lui-même ont brièvement comparu avant que l'audience ne soit renvoyée faute de traducteurs. Selon leurs avocats, beaucoup ne maîtrisent ni le français ni l'anglais et s'expriment principalement en Hausa ou en Fulfulde, ce qui rend indispensable la présence d'interprètes à la prochaine séance fixée au 8 janvier. La défense et l'accusation doivent aussi préparer leur liste de témoins. Par ailleurs, plusieurs personnes restent détenues sans avoir encore été déférées. La crise post-électorale a été marquée par plus de 1200 arrestations et une quarantaine de morts selon les ONG. Toujours dans cette session d'information, le collectif des partis civils pour le Rwanda a porté plainte contre la Banque de France, l'accusant de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité pour des transferts financiers effectués en 1994 au cœur du génocide des Tutsis. Entre mai et août de cette année-là, cet virement totalisant 3,17 millions de francs CFA aurait été envoyé depuis le compte de la Banque nationale du Rwanda, alors contrôlée par les autorités génocidaires, vers des sociétés et ambassades susceptibles d'avoir facilité l'achat d'armes malgré l'embargo décrété par l'ONU. Selon la plainte, ces fonds auraient servi à acquérir du matériel de communication stratégique. La Banque de France, qui nie toute faute, affirme ne pas retrouver les traces de ces opérations et rappelle que les documents bancaires sont détruits au bout de 10 ans. Selon l'ONU, le génocide a fait plus de 800 000 morts. On parle encore de gestion de conflits. L'Organisation des Nations Unies prévoit d'organiser prochainement à Genève des rencontres entre les deux camps engagés dans la guerre au Soudan, l'armée du général Al-Bourhan et les forces paramilitaires du général Mbete. L'annonce a été faite par Antonio Guterres lors d'une visite à Riyad où il a dénoncé un conflit scandaleux et affirmé que l'ONU aurait reçu l'assurance d'un accès à la ville d'El Fasher contrôlée par les paramilitaires. Aucune date n'a toutefois été fixée et l'ONU évoque seulement des discussions techniques encore à confirmer. Les précédentes médiations sont restées sans effet, notamment une proposition de cessez-le-feu américaine rejetée par les deux parties. Le recul récent de l'armée, notamment au Kordofan, ainsi que l'implication annoncée du président américain Donald Trump pourrait ouvrir la voie à un dialogue.
Le conflit a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé 12 millions de personnes. Au-delà de l'actualité africaine, l'Union européenne se prépare à immobiliser durablement les 235 milliards d'euros d'avoirs russes gelés depuis le début de la guerre en Ukraine. Les ambassadeurs européens ont approuvé une proposition visant à utiliser ces fonds pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine, une décision audacieuse encore soumise au Conseil européen. Selon Cyril Brett, ce choix revient à imposer de facto des indemnités de guerre à Moscou. La Belgique, où se trouve Euroclear, craint des représailles russes, cyberattaques, désinformation ou pressions diverses, ainsi que des risques pour la réputation financière de l'UE. En effet, cette démarche remet en cause la sécurité juridique des placements. La France adopte une position prudente, privilégiant des mécanismes de garantie plutôt qu'une utilisation directe des fonds gelés. Dernière nouvelle dans cette session, sous le blocus israélien, la bande de Gaza affronte des pluies torrentielles de la tempête Béron qui aggravent des conditions humanitaires déjà catastrophiques. Plus d'1 million de déplacés installés dans des tentes précaires voient leur campement transformé en rivière de boue. La défense civile de Gaza décrit une situation totalement sinistrée, marquée par des infrastructures détruites et un manque critique de carburant et d'équipements pour intervenir. Selon les secours, de nombreux camps sont inondés, confirmant les alertes de l'ONU qui estimait que plus de 760 sites risquaient d'être submergés, menaçant près de 850 000 personnes. 3 bâtiments fragilisés se sont effondrés à Gazaville. Malgré le cessez-le-feu, l'État d'Israël maintient un blocus strict qui limite l'entrée de carburant, de matériaux et d'aide humanitaire, rendant la gestion de la crise quasi impossible pour les autorités locales. Ce sera tout pour cette tranche de la journée. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.